Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Marie Bergström, sociologue du couple et de la sexualité, qui est également chercheure à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Nous sommes tout oui. Voilà, je m'intéresse à cette pratique pour deux raisons. Donc, premièrement, l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment cette nouvelle pratique change les normes, change les comportements en matière de sexualité et de conjugalité. Et puis un deuxième objectif, c'est d'interroger les transformations récentes de la vie intime, les nouvelles manières de s'engager dans des relations amoureuses et sexuelles. Et je pense que les sites et les applications sont un bon observatoire pour cerner ces changements-là. Pour faire cela, je me base sur des sources multiples. Premièrement, sur des grandes enquêtes, donc notamment des enquêtes de l'INED, l'Institut de démographie à Paris. Je me base aussi sur ce qu'on appelle parfois le big data, des données numériques ou données issues d'Internet, notamment dans des cadres de coopération avec des sites. J'ai notamment travaillé avec Mythique sur cette question. Et je me base aussi sur des enquêtes par entretien. J'ai conduit plusieurs interviews avec des utilisateurs, donc différents âges et de milieux sociaux diversifiés. Et donc ce soir, je vais vous présenter quelques résultats de cette recherche. Donc effectivement, comme disait Thierry, l'objectif de cette conférence est double. Vraiment, ma volonté d'abord, c'est de dresser un tableau de l'usage des sites et des applications en me centrant plus précisément sur les jeunes. Et je suis convaincu que toute bonne politique, toute bonne éducation, toute bonne intervention, ça se base tout d'abord sur une bonne connaissance de ce sujet. Et donc, l'idée, c'est vraiment que vous donnez des idées, des billes sur cette pratique. Alors, je pense que c'est d'autant plus important que sur les rencontres en ligne, parfois, on raconte un peu tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup d'idées reçues sur cette pratique parce que c'est une pratique qui interroge, qui offusque parfois. Il y a des craintes, il y a des critiques. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de discours. C'est particulièrement le cas quand on parle des jeunes, parce qu'il y a toujours un peu une inquiétude sur qu'est-ce qu'ils font réellement en ligne. Donc, en tant que spécialiste de la question, mon premier objectif, c'est tout simplement que ce soir, quand vous sortirez de la salle, vous aurez l'impression d'avoir appris quelque chose sur la pratique et vous pourrez parler de phénomènes en connaissance de cause. Et puis le deuxième objectif, c'est de vous donner des pistes sur la manière dont on peut accompagner, éduquer aux rencontres en ligne. Donc je sais qu'il y a plusieurs professionnels de la santé dans la salle, éducateurs, d'autres personnes qui travaillent sur les questions de santé sexuelle. Donc je suis convaincue que vous avez déjà des idées et des bonnes idées sur la matière et j'espère vraiment que vous pouvez aussi tirer vos propres conclusions de ma présentation, notamment en confrontant mes résultats à votre expérience de terrain. Mais je veux aussi souligner quelques enjeux particuliers de santé sexuelle qui ressortent de mon travail de recherche et donc je trouve qu'on parle trop peu. Donc il s'agit pour moi d'insister sur quelques points aveugles dans le débat public lorsqu'on parle de jeunes, de sexualité et d'usage d'Internet. Donc, un deuxième objectif, c'est vraiment d'impulser des réflexions nouvelles sur les questions de santé sexuelle que je trouve particulièrement importantes à évoquer lorsqu'on s'intéresse à cette pratique. Donc, la manière dont je vais procéder, ça va être une présentation en 4 points et en fait en 4 questions. Donc, d'abord, il faut déjà préciser de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qu'un site, qu'est-ce qu'une application de rencontre, quelle est la spécificité, combien de personnes utilisent ce genre de service. Donc, ça va être un point de départ assez factuel, mais que je pense est important. Et ensuite, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, dans un deuxième temps, il s'agit d'expliquer le succès de ces services auprès des jeunes. Donc comprendre l'attrait et l'intérêt de cette pratique auprès de cette population et aussi de voir qu'est-ce qu'ils y font. Et en troisième point, donc, arrive la question du changement et plus précisément les changements dans la sexualité. Donc qu'est-ce que ces sites et ces services modifient au comportement amoureux et sexuel? Je vais me centrer sur la question des pratiques sexuelles. Et puis, enfin, on verra si les rencontres en ligne sont ou non des rencontres à risque, qui est de fait une question qui est souvent posée. Donc là, dans un contexte suite au mouvement MeToo, je vais saisir l'occasion de parler des rapports de genre et de l'inégalité des sexes qui marquent toujours la sexualité, notamment l'hétérosexualité, et qui régulent aussi les rencontres en ligne.
Donc, c'est parti. Donc, d'abord, rencontre en ligne, de quoi on parle? Alors ce soir, je vais vraiment vous parler d'une pratique numérique en particulier, qui est l'usage, comme je disais, donc, de sites et d'applications de rencontres. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des services numériques explicitement et principalement organisés en vue de la mise en relation et de l'appareillement de partenaires amoureux et sexuels. Donc des exemples, je pense que vous connaissez, il y a des exemples un peu connus en France, mythiques, je l'ai mentionné, Adopt a Mec, Tinder, Happen, Grindr pour population gay. Alors ces sites, ils apparaissent au milieu des années 90, vraiment ils apparaissent avec le web. C'est parmi les premiers services mis en ligne sur la nouvelle toile lorsqu'elle est commercialisée à grande échelle. Ça se développe donc aux États-Unis. Le premier site s'appelait Match.com, il existe toujours. Et ensuite, ces sites vont s'exporter vers l'Europe, dont la France, où Internet se diffuse un peu plus tardivement. Et le site que vous connaissez sans doute, Mythique, lancé en 2002, existe toujours et maintenant dans de nombreux pays. Donc il y a une multiplication de services avec le temps. Un changement significatif aussi, c'est que les sites web ont migré vers le mobile avec l'apparition de smartphones. Donc ça donne des choses un peu comme ça. Donc ça, pour vous donner un exemple à quoi ça ressemble, ici vous avez un exemple et d'un service web sur Internet et d'un service mobile. Vous voyez que on voit déjà la manière dont on peut se présenter, c'est un peu plus fourni, un peu plus développé pour les sites web, plus succinct sur le mobile avec principalement une photo et puis quelques éléments pour se présenter. Par ailleurs, le fonctionnement du système est plutôt le même, c'est-à-dire les personnes se présentent puis ils rentrent en contact. Il y a un contact d'abord en ligne via un chat ou des mails et ensuite, si les personnes le souhaitent, donc un rendez-vous hors ligne. Donc il y a ces deux phases de la rencontre, d'abord en ligne et puis hors ligne. Alors ce soir, je vais ne vous parler que de ce genre de site. Ça veut dire que je ne vais pas parler de rencontres en ligne en général et je ne vais pas vous parler de rencontres qui peuvent avoir lieu sur d'autres espaces en ligne, comme par exemple Facebook ou un site qui est plus important aujourd'hui chez les jeunes, Snapchat ou Instagram, ce genre d'espace de sociabilité. Alors pourquoi je vais vous parler uniquement de ces services spécialisés? Alors c'est vraiment parce que ce qui est nouveau, ce qui m'intéresse et ce qui bouscule profondément les pratiques amoureuses et sexuelles, ce n'est pas le fait de faire des rencontres sur Internet. C'est le fait d'avoir recours à un service spécialisé. Et en tant que services commerciaux dédiés à la rencontre, de fait, les sites et les applications qu'on connaît aujourd'hui, ils s'inscrivent dans la lignée directe de petites annonces, agences matrimoniales et puis le Minitel Rose en France. Avec cette différence notable que ces anciens services de rencontre ne sont jamais entrés dans les mœurs. Il faut savoir qu'en France, dans les années 80, on a sondé notamment l'INED à partir d'une grande enquête, est-ce que les gens avaient déjà posté une petite annonce ou utilisé une agence? Et c'est moins de 2% des Français qui disaient oui, ils avaient eu cette pratique. Donc c'est resté une pratique marginale, marginalisée, souvent stigmatisée. Les sites et les applications, c'est différent. Ça veut dire que c'est vraiment pour la première fois, le recours à des intermédiaires de rencontres se diffuse, devient courant, et voire même une pratique constitutive de l'expérience célibataire. Et c'est vraiment une rupture importante avec l'organisation traditionnelle des rencontres, parce que habituellement, les rencontres, en tout cas les rencontres hétérosexuelles, elles ont toujours été prises ou associées à des contextes de sociabilité ordinaires. On se rencontre au travail, à la fac, dans des soirées, lors de loisirs, etc. Donc ça veut dire que les rencontres sont encastrées dans la sociabilité ordinaire. Avec ces services spécialisés, il y a une forme de désencastrement de la rencontre des autres sphères de la vie sociale qui font que la rencontre devient une pratique distincte, temporellement circonscrite, spatialement circonscrite, avec un objectif explicite. Et ça, c'est nouveau. Et j'insiste parce que ça change beaucoup de choses. Et ça change beaucoup de choses, notamment dans le domaine de la sexualité. Donc je vais beaucoup en parler ce soir. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, donc les changements dans la sexualité, je veux quand même vous donner quelques billes sur qu'est-ce que déjà les grandes enquêtes nous enseignent sur cette pratique. Donc
En France, les enquêtes par questionnaire national représentatif de la population française permettant de caractériser les usages et mesurer déjà le taux d'usage, finalement, ces enquêtes sont assez rares. Il existe beaucoup d'études sur le sujet, il y a une quantité de chiffres qui circulent sur la pratique, mais souvent ces études sont d'une qualité discutable. Il y a il y a un peu une inflation de chiffres. La plupart des études qui sont faites par des instituts de sondage. La quasi-totalité sont financées par les sites de rencontres eux-mêmes. C'est une pratique de marketing maintenant extrêmement bien rodée. Les sites ou les applications payent un institut de sondage qui fait une enquête et puis la presse s'intéresse et ça fait parler d'eux. Il y a un conflit d'intérêts apparent avec ça. C'est aussi souvent des études de qualité problématique, notamment avec des techniques d'échantillonnage qui participent à gonfler les chiffres. On surestime l'usage. Donc, si on veut avoir une mesure plus précise, il faut aller voir les enquêtes représentatives de la population française. Et il y a principalement 2 enquêtes en France qui permettent de creuser la question. L'enquête qui a été conduite en 2006 et qui s'appelle « Contexte de la sexualité en France », CSF, conduite par l'INSERM et l'INED. Le champ d'âge était 18-69 ans. Puis une deuxième enquête en 2013, conduite par l'INED et l'INSEE, étude des parcours individuels et conjugaux, l'enquête EPIC, où le champ d'âge est un peu plus restreint, 26-65 ans. Les 2 enquêtes posaient la même question. Est-ce que vous vous êtes déjà inscrit sur un site de rencontre? Donc ça permet déjà d'avoir un taux d'usage. Et surtout, quand on les met ces 2 enquêtes bout à bout, on peut aussi mesurer l'évolution de l'usage avec le temps. Et c'est ça qu'on voit ici. Ici, vous avez les barres noires montrent le taux d'usage par âge en 2006. Et puis en rouge, quelques années plus tard, en 2013, toujours par âge. Si on regarde d'abord les barres en noir, donc 2006, on voit que l'usage est déjà important au milieu des années 2000. Il faut savoir qu'en 2006, le taux de connexion des foyers français à l'Internet, c'est 40%. C'est pas beaucoup, mais il y a déjà beaucoup d'utilisateurs. Donc il y a eu une diffusion précoce, rapide en France. On voit aussi que l'usage est important et surtout très important chez les jeunes. C'est vraiment là où se recrutent les grands utilisateurs. C'est important de le dire aussi parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est les applications qui ont converti les jeunes aux rencontres en ligne et aux services. En fait, ils étaient déjà convertis dès le début. C'est-à-dire les jeunes étaient les premiers sur le site, ils sont les premiers sur les applications et sans doute, ils vont être les premiers sur les outils de demain. Si on regarde la barre rouge, on voit qu'il y a une diffusion de l'usage dans tous les groupes d'âge, et notamment dans les groupes d'âge les plus âgés. Et on a donc un taux d'usage total en 2013 sur la population 26-65 ans qui est 14%. On n'a pas les jeunes dans ces enquêtes-là, mais si on fait des estimations en incluant les jeunes, on a un taux qui est entre 16 et 18% de 18 à 65 ans en France en 2013. Cette diffusion de l'usage vient avec une autre tendance qui est la démocratisation de l'usage. Même chose ici, vous avez le taux d'usage ici, non pas par âge, mais par les catégories socio-professionnelles en 2006 et 2013. Ce qu'on voit si on regarde les barres noires, c'est qu'il y avait une inégalité dans l'usage et les cadres étaient 2 fois plus nombreux que les ouvriers en 2006 à avoir utilisé un site de rencontre. Si on regarde les barres en rouge, on voit une diffusion dans tous les groupes, mais surtout, on voit aussi que les différences sociales sont beaucoup plus faibles. Il y a toujours une surreprésentation des cadres sur les sites, mais les clivages sociaux se sont atténués. Et qu'est-ce qu'il y a donc du coup finalement de sexe ratio, qui est une question qui est souvent très discutée par rapport à ce site. Il y a un peu cette idée que l'idée générale que les hommes sont beaucoup plus intéressés par les rencontres en ligne que les femmes, et ils sont beaucoup plus nombreux. Il y a un peu une boutade masculine que je rencontre beaucoup dans les personnes que j'ai interviewées, où les garçons ont souvent, surtout les jeunes, donc, ont tendance à dire que sur le site, il y a une fille pour 10 mecs. Donc en gros, elles sont pas là, elles sont absentes. Qu'est-ce que nous disent les enquêtes? Donc ici, vous avez le sexe ratio par femme et par homme. Et on voit effectivement que les hommes sont plus nombreux à avoir déclaré utiliser un site de rencontre. 16% contre 12% au total sur cette tranche d'âge. Donc là, on est sur l'enquête EPIC. Sachant que cette question a été posée à tout le monde, aussi bien les gens qui sont en couple que les gens qui sont hors couple. C'est plus intéressant de regarder les célibataires.
Donc ici, vous avez les mêmes chiffres, mais cette fois-ci, c'est les pourcentages uniquement pour les personnes qui, au moment de l'enquête, disaient qu'ils étaient célibataires. Là, les choses sont assez différentes. Déjà, on voit que le taux d'usage est beaucoup plus important. Il y a un quart des personnes qui disent « oui, j'ai utilisé ce genre de site ». Et surtout, les différences entre les sexes sont beaucoup plus faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les groupes où les utilisateurs se recrutent beaucoup, les jeunes, les femmes se mettent plutôt en couple, donc elles sont moins célibataires. Donc les hommes sont quelque part plus disponibles à la rencontre. Donc si on voulait répondre à la boutade masculine, on dirait que si les femmes sont moins nombreuses sur le site, c'est pas qu'elles ne sont pas intéressées par la rencontre, c'est qu'elles sont déjà en couple. Donc cette histoire de sex ratio, ça dépend un peu de l'angle qu'on prend. Donc juste un dernier tableau pour vous donner des indices sur alors est-ce que ça mène à des couples cette affaire. Là on voit en fait ici la place des sites de rencontres dans le palmarès des lieux de rencontre. Plus précisément, ce que vous voyez, c'est les couples, les personnes qui ont rencontré leur partenaire entre 2005 et 2013, donc pendant une période où les sites ont commencé à se diffuser. On voit où est-ce qu'ils ont rencontré ce partenaire ou cette partenaire. Et on voit que les sites arrivent en 5e position, derrière le lieu de travail, d'études, les soirées entre amis, les lieux publics ou au domicile, c'est-à-dire qu'on a rencontré la personne chez soi ou chez l'autre ou chez un tiers. Et les sites arrivent en 5e position. Donc c'est un peu moins de 9% des personnes qui, sur cette période, ont rencontré leur partenaire sur ce genre de site. Donc c'est certes c'est important, mais ce n'est pas non plus devenu le mode de rencontre dominant comme parfois on l'entend dans la presse. Donc ça permet aussi un peu de relativiser, sachant que ces couples qui se forment sont plus souvent des remises en couple que des premières unions. Parce que les jeunes ont beaucoup d'occasions de rencontres par ailleurs. C'est moins vrai quand on monte dans les âges. Et donc les sites jouent un rôle plus important dans la formation des deuxièmes unions que des premières expériences. Une autre raison, c'est aussi que chez les jeunes, les rencontres en ligne sont souvent des rencontres occasionnelles. Et j'ai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc pour conclure sur ce premier point, de quoi on parle? On parle de services spécialisés qui se sont diffusés rapidement en France, où l'usage est important, notamment auprès de jeunes, et que donc c'est plus souvent des remises en couple que des premières unions. Et vous avez ici la référence d'un article qui présente plus de résultats issus de l'enquête dont je vous ai parlé, si jamais vous voulez aller plus loin. Alors, le deuxième point. Donc, comment expliquer ce succès auprès des jeunes? Parce que justement, on pourrait dire, mais ils ont plein d'occasions de rencontres, pourquoi ils ont recours à des services spécialisés? Alors, la réponse à cette question est double, et donc, je vais présenter deux éléments de réponse. Alors, une première explication qui est souvent mentionnée, qui est assez intuitive, d'ordre générationnel. Les jeunes aujourd'hui, c'est une génération qui a grandi avec Internet et les pratiques numériques. Ils ont un usage dense et fréquent et intense du réseau. Donc que ce soit pour les études, chercher des informations, regarder des films, des séries, écouter de la musique ou autres pratiques, vraiment les pratiques numériques sont structurantes des pratiques de jeunesse. Et c'est particulièrement le cas de la sociabilité. Les pratiques de communication sont les usages les plus fréquents du réseau chez les jeunes. C'est vrai pour les deux sexes, c'est vrai dans tous les milieux sociaux. Donc ça veut dire qu'avant de s'inscrire sur une application, les jeunes ont déjà l'expérience d'autres espaces de sociabilité. Et cette familiarité avec d'autres espaces en ligne de communication abaisse les seuils d'inscription sur une application ou un site. Ça veut dire que l'expérience d'autres espaces dédramatise l'usage et fait perdre l'exotisme que ces services ont auprès d'un public plus âgé. C'est très net en entretien où des utilisateurs un peu plus âgés, quand ils décrivent la première inscription, c'est pas anodin. C'est présenté comme un peu une démarche volontariste. On se dit souvent, on se fait un peu violence, on y va, on se lance, et c'est pas du tout raconté comme quelque chose, quelque chose de tous les jours. Au contraire, chez les jeunes, c'est présenté comme un événement tout à fait banal, et c'est d'autant plus le cas que l'usage est considéré comme quelque chose qui ne prête pas à conséquence. Donc ça, c'est mon deuxième point. Parce que si les jeunes sont nombreux sur ces services, c'est certes un effet de génération, mais c'est surtout un effet d'âge. Les sites et les applications répondent aux enjeux propres
de cet âge de la vie qu'on appelle la jeunesse. Donc je pense que vraiment pour entrer un peu dans ce siège-là, il faut bien saisir les changements importants qu'il y a eu dans la vie affective des jeunes au cours des dernières décennies. Ces changements, on peut les décrire comme un mouvement de ciseaux, où l'âge d'entrée dans la sexualité a légèrement baissé, notamment pour les femmes, et l'âge d'entrée en couple a augmenté pour les deux sexes. Et donc, entre les deux, ces deux seuils, il y a une période qui s'est ouverte. Donc, en tant que sociologue et démographe, on appelle ça souvent une période de jeunesse sexuelle, une période pré-conjugale. En tout cas, c'est un moment de la vie où on vit plusieurs histoires, plus ou moins longues, plus ou moins stables, avant de s'installer avec un partenaire. C'est une période où l'accent est vraiment mis sur l'expérimentation et l'apprentissage, plutôt donc sur l'idée de se caser. Cette période est plus longue pour les hommes que pour les femmes, parce que les femmes se mettent en couple plus tôt. Elle est plus longue pour les étudiants et les enfants issus plutôt des milieux moyennes supérieurs qui vont à l'université, que pour les jeunes issus des milieux populaires qui finissent souvent plus tôt les études et commencent plus tôt à travailler, donc entament plus rapidement une transition à l'âge adulte. Mais chez les deux sexes et dans tous les milieux sociaux, on a vraiment on observe un nouveau régime normatif, je dirais, qui repose sur l'idée que lorsqu'on est jeune, il faut s'amuser et il faut vivre des expériences. Et c'est comme si la jeunesse était envisagée comme une liberté conditionnelle. C'est-à-dire que c'est un moment où c'est possible de s'amuser et de tester différentes choses, mais on est aussi très conscient que ça ne va pas durer, qu'il va falloir se ranger. Et donc l'impératif, c'est sur le fait d'en profiter. Et c'est vraiment raconté de cette manière-là, notamment en entretien. Et je pense que c'est important d'avoir ce contexte en tête, cette nouvelle normativité, parce que le succès des sites et des applications de rencontres s'explique par ces enjeux-là qui sont propres à la jeunesse sexuelle. Et ça veut notamment dire que l'usage de ces services dans ce groupe d'âge s'inscrit notamment dans un usage récréatif. Et c'est particulièrement le cas quand on est sur les plus jeunes, 18, 19 ans, même adolescents, qui de fait, ils n'ont pas le droit d'être sur ces services, mais ils sont quand même, où on s'inscrit par curiosité, et notamment pour flirter en ligne. Donc pour prendre plaisir à draguer, à se faire draguer, regarder des profils. J'ai pris ici un extrait d'entretien avec une jeune fille que j'ai interviewée, et qui exprime bien cette idée. Elle dit « Toutes les filles ont essayé à un moment donné de s'inscrire entre copines de s'inscrire, voir ce qu'il y a. C'est de la curiosité. Hein. Parce qu'à quel moment je me suis dit, je vais rencontrer quelqu'un. Je devais avoir quelque chose comme 14 ans. Donc non, c'était juste pour voir. Et puis j'y allais une fois et c'est tout. Et donc je le relance. Tu dis que c'est la curiosité. C'est la curiosité par rapport à quoi? Et elle dit, voir comment les gens arrivent sur un thème précis. On fait la rencontre. Comment quelque chose peut vraiment se créer, quoi. Je pense que c'est plus pour qu'on discute et qu'on rigole. Donc c'est un extrait que je pense montre bien que chez les plus jeunes, l'usage de ces services ne donne pas toujours lieu à une rencontre et ce n'est pas toujours l'objectif. Il y a vraiment une pratique de la séduction qui est appréciée en tant que telle. La séduction est une pratique sociale en soi et est beaucoup appréciée. Et ça montre bien ce caractère un peu ludique de la pratique, mais je trouve qu'on voit aussi bien qu'en fait, ce n'est pas uniquement pour jouer, c'est divertissant, mais c'est aussi un peu pour apprendre. Et je pense qu'il y a une dimension éducative aussi dans l'usage des services, notamment chez les plus jeunes. On y va, on scrute, on teste, on voit comment les choses marchent, on parle avec des gens un peu plus âgés et on essaie d'apprendre de par les interactions. Alors chez les plus âgés, ils peuvent évidemment avoir des rencontres, mais vraiment cette forme de découverte est toujours là. Alors il se trouve que les sites, les applications se prêtent pratiquement bien à ce genre d'apprentissage et de découverte. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont caractérisés par l'absence des pairs. En fait, la jeunesse, c'est une période où la sexualité et plus généralement les interactions entre les sexes sont très contrôlées, certes par la famille, mais surtout par l'entourage amical, où voilà, on scrute ce que font les autres. Alors les sites, les applications, ils ont l'avantage de pouvoir flirter à l'abri des regards de l'entourage. Et c'est quelque chose qui explique cet homme un tout petit peu plus âgé, Paul, qui dit « Oh, ça peut être compliqué de draguer dans des soirées, parce que c'est des amis et des amis d'amis. Il y a toujours des histoires et ça pose pas mal de problèmes. C'est-à-dire qu'un tel est sorti avec une telle, ou bien un tel n'aime pas qu'on sort avec une telle, il y a des ex, etc. En fait, ça complique vachement des choses. Sur Internet, c'est plus simple de rencontrer de nouvelles personnes qui sont vraiment nouvelles, qui sont extérieures à tout ça, avec qui ils ne risquent pas d'avoir d'histoire.
Et en fait, les rencontres ordinaires se déroulent devant un public souvent, et qui est assez curieux et qui revendique parfois un droit de regard, mais en tout cas un droit de savoir et qui peut un peu se mêler des choses. Et alors que les sites et les applis sont au contraire dissociés des réseaux de sociabilité, et donc ça veut dire que les rencontres en ligne sont bien plus discrètes que les rencontres ordinaires. Et cette caractéristique, elle facilite l'accès à la sexualité et elle facilite aussi l'accès à la sexualité hétérosexuelle, bien sûr, mais aussi gay et lesbienne. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement, où plusieurs jeunes utilisateurs rencontrés évoquent aussi, notamment les applications, comme des espaces d'expérimentation homosexuelle. Donc un autre exemple de Camille, qui raconte que bon, je suis jamais sortie avec une nana, jamais rien fait avec une nana. Et on parlait avec mon pote, et lui, il s'est mis au mec. Jamais avant, mais sur Tinder, oui. Il les a rencontrés, il a couché avec. Bref. Je me suis dit que j'allais essayer. Et puis en fait, je sais pas, je suis pas particulièrement attirée, j'arrive pas trop à savoir quand est-ce que je like. Bon là, on s'est rencontrés avec une fille, mais je sais pas, c'est un peu gênant. Donc je sais pas si je la reverrai. Je me dis que j'allais essayer. Donc là, on est dans un contexte aujourd'hui de visibilité accrue des sexualités gays et lesbiennes, et on est dans un moment de la vie où les désirs, les identités sont en mouvement, et donc qui sont propices à ce forme d'expérimentation. Alors, c'est évidemment donc des expérimentations de personnes qui ne se disent pas forcément gays et lesbiennes et peut-être vont jamais, en fait, jamais avoir ce genre de pratique. C'est un espace où on flirte, souvent ça reste flirt en ligne, parfois ça va hors ligne, parfois ça mène à des relations, parfois même à une identification en tant que gay, lesbienne ou bi, mais souvent ça peut vraiment rester à juste un peu s'approcher de cette chose, jouer avec l'idée et justement apprendre, tester et faire des expériences. Alors, si donc les rencontres en ligne sont des lieux d'apprentissage et de découverte, ils ne sont pas vraiment, en revanche, des expérimentations de genre. En fait, sur ces services, et c'est un des résultats forts aussi de ma thèse, les rôles sexués sont très marqués. Et ça veut dire qu'on n'attend pas des mêmes choses d'un utilisateur, d'une utilisatrice, et les deux, de fait, n'ont pas le même usage. Et en fait, ces rôles, bon, on le voit de différentes manières, mais je pense qu'une des manifestations les plus claires ou fortes de ces rôles sexués, c'est la norme qui est très prégnante sur Internet de l'initiative masculine. Sur Internet, c'est au garçon de prendre le premier pas, envoyer le premier mail et mener les interactions. Et en fait, c'est ça que vous voyez ici. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez des résultats donc d'une analyse de Mythique que j'ai menée en coopération avec cette entreprise. Et plus précisément, vous avez ici la part de premier contact et la part des réponses qui sont envoyées par des utilisatrices et des utilisateurs. Donc si vous regardez l'histogramme à gauche, vous avez les pourcentages. Donc ce que vous voyez, c'est que 90% des premiers contacts, donc 9 mails sur 10, sont de l'initiative d'un utilisateur, alors que 77% des réponses proviennent des utilisatrices. Donc la norme ici, c'est que lui écrit, elle répond, mais elle répond que parfois. Et c'est ça qu'on voit dans le deuxième graphique à droite, où vous avez les effectifs, où vous voyez que les garçons et les hommes sont souvent obligés d'envoyer beaucoup de mails pour quelques réponses de la part des femmes. Alors cette tendance, elle n'est pas spécifique aux rencontres en ligne, et la norme de l'initiative masculine, on la trouve aussi ailleurs, mais elle est vraiment exacerbée sur Internet, et elle est surtout exacerbée chez les jeunes. Quand on monte dans les âges, les utilisateurs dans la quarantaine, cinquantaine, ça bouge un peu, les femmes se mettent à contacter, et il y a autre chose, il y a un déséquilibre, mais pas à ce point. Chez les jeunes, en revanche, les filles laissent vraiment l'initiative aux garçons, et je vais revenir là-dessus. Donc pour conclure sur le deuxième point, le succès donc, de ces services s'explique donc certes par un effet générationnel, mais surtout par un effet d'âge, parce que la pratique fait écho aux enjeux propres de la jeunesse sexuelle, où l'accent est mis sur l'apprentissage et l'acquisition d'expérience. Et c'est d'autant plus le cas que les rencontres en ligne sont bien plus discrètes que les rencontres qui se déroulent ailleurs. En revanche, contrairement à ce qu'on dit souvent, Internet n'est pas vraiment un lieu de subversion des rôles sexués. Si les jeunes expérimentent en ligne, cette expérimentation reste dans les cadres des principes de genre, de la différenciation des sexes. Donc les hommes et les femmes, surtout les jeunes, ne cherchent pas tellement à se défaire de ces rôles. Au contraire, ils investissent ces sites pour essayer de vêtir, d'endosser ces rôles et essayer de voir s'ils peuvent les réussir. Voir si on peut être un vrai homme, une vraie femme,
voir si on arrive à draguer, voir si on arrive à se faire draguer et à plaire du côté des filles. Donc il y a des enjeux sexuels autour de la séduction qui sont fortes et qui se voient beaucoup sur ces espaces. Donc le maintien plutôt des rôles sexuels. Donc j'arrive à mon troisième point. Donc les gens sont nombreux sur ces services, c'est devenu des espaces privilégiés de flirt en ligne. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce que ça change dans le domaine de la sexualité? Là aussi, je vais insister sur 2 résultats. Un premier changement très concret, c'est qu'il y a très clairement une accélération des rencontres. Lorsque 2 partenaires font connaissance via ce genre de service, le rapprochement physique est bien plus rapide. Ça veut dire que la relation devient plus rapidement sexuelle. Ça, c'est un constat qui est frappant dans le cas des couples qui sont connus sur Internet, et c'est quelque chose qu'on capte très bien dans les enquêtes. Donc si vous avez des résultats de nouveau de cette enquête épique dont je vous ai parlé de 2013, ce que vous voyez ici, c'est la temporalité des relations en fonction de lieu de rencontre. Vous voyez le nombre de jours qui se sont écoulés entre le premier contact et les premiers rapports sexuels. Et ça compare les sites de rencontres avec d'autres contextes comme le lieu de travail, les soirées entre amis, d'autres espaces Internet et les services antérieurs. Et ce qu'on voit, si on regarde le premier bar, donc les sites, c'est que plus de la moitié des couples qui sont connus via ce site, ils se connaissaient depuis un mois au moins lorsqu'ils ont couché ensemble pour la première fois. Et une minorité non négligeable, donc un couple sur 3, se connaissait depuis une semaine au moins lorsqu'il y a eu les premiers rapports sexuels. Ça, c'est très rapide si on compare avec d'autres lieux de rencontre. Par exemple, les soirées entre amis, ça donne rarement lieu à une relation d'emblée sexuelle. Souvent, une majorité de couples attend plusieurs mois avant les premiers rapports. Et c'est a fortiori le cas de lieux de travail où seule une petite minorité, 8%, deviennent sexuels dans la semaine suivant le premier contact, alors que, comme je disais, c'est un tiers des couples qui se sont formés via ces services. De nouveau, ce n'est pas une spécificité d'Internet. Ce n'est pas une spécificité de la désinhibition que parfois on prête à l'espace numérique. On le voit ici parce que les rencontres via d'autres espaces en ligne, on voit une temporalité beaucoup plus lente qui ressemble beaucoup plus, par exemple, aux soirées entre amis, c'est-à-dire en contexte amical. Donc finalement, ce n'est pas en ligne hors ligne, c'est le fait plutôt que c'est un contexte où il y a des amis. On a les amis sur Facebook et on le voit en soirée. Les sites, de leur côté, se rapprochent beaucoup plus de leurs prédécesseurs, les petites annonces, les agences, c'est-à-dire d'autres services de rencontres. Donc, ce qui fait l'accélération des rencontres, ce n'est pas Internet, mais c'est le fait d'avoir recours à un service spécialisé. Alors, pourquoi? Comment est-ce qu'on explique ça? Donc, on peut évidemment émettre plusieurs hypothèses, avancer plusieurs choses. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est très importante, et c'est le fait que ces services, ça vienne avec une explicitation des intentions amoureuses et sexuelles. C'est-à-dire que lorsqu'on s'inscrit sur ce genre de service, on sait pourquoi on est là. Les gens sont considérés comme des partenaires potentiels, considérés comme des célibataires et ouverts à des rencontres. Et toute sollicitation sera directement interprétée comme une preuve d'intérêt. Ça, ce n'est pas du tout le cas dans des contextes de sociabilité ordinaire. Lorsqu'on rencontre quelqu'un dans une soirée, on ne sait pas si la personne est libre, parfois on ne montre pas trop ce qu'on ressent, on ne sait pas si on plaît ou si l'autre est intéressé. Et donc ça prend beaucoup plus de temps parce que les gens tâtent le terrain. Et ça prend beaucoup plus de temps dans certains contextes, comme par exemple le travail, parce qu'il faut transformer une situation professionnelle en situation sexuelle. Et ça, c'est vraiment un travail de resignification de la situation. Sur Internet ou via ces services, il n'y a pas besoin. La situation est d'emblée chargée sexuellement. Il y a moins d'incertitude, moins d'ambiguïté. Donc, quelque part, les gens savent où ils mettent les pieds, et donc ils avancent aussi plus vite. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit ici, ce jeune utilisateur qui disent que c'est la différence entre le réel et Tinder. C'est-à-dire qu'en général, dans le réel, une fille que tu côtoies dans ton milieu social, tu vas attendre, vous allez prendre du temps, ça va commencer par une cigarette, puis doucement, on va parler, on parle, vous vous ajoutez sur Facebook, et c'est éventuellement au bout de 2 semaines que tu te lances. Sur Tinder, le temps, c'est un autre paradigme, c'est une autre dimension, ça va plus vite. C'est quelque chose qui ressort de beaucoup d'entretiens. Alors, il faut savoir aussi que cette rapidité qui caractérise la rencontre en ligne, elle peut parfois surprendre les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en allant au rendez-vous,
on ne s'attendait pas forcément qu'on allait finir la soirée avec la personne. Et je pense que ça, c'est vraiment où se pose notamment une question de prévention, de contraception, parce que le côté accéléré, un peu parfois précipité, c'est propice à l'oubli, au raté, peut-être aux situations de gêne. Et je pense que vraiment un enjeu important, notamment d'accompagnement et d'éducation, c'est vraiment de poser la question, mais où intervient la négociation de la contraception dans ce scénario qui va très vite? Est-ce qu'elle a une place ou est-ce que quelque part elle est poussée vers les marges, ou comment est-ce que les choses se font? D'autant plus qu'on ne s'attendait pas forcément qu'on allait avoir des rapports sexuels, par exemple, le soir même aussi si rapidement. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu propre d'interrogation sur les pratiques contraceptives avec ce genre de rencontres où ça va plus vite et donc potentiellement moins d'anticipation. Un autre changement aux caractéristiques importantes de ces services, je le disais tout à l'heure, c'est qu'ils favorisent surtout une sexualité non conjugale. Donc, en gros, ça veut dire que les rencontres en ligne sont souvent des rencontres occasionnelles, plutôt des histoires sans lendemain que des histoires pour la vie. Et c'est aussi quelque chose qu'on capte relativement bien dans les enquêtes. Vous avez de nouveau l'enquête EPIC, et si vous voyez la part d'hommes et de femmes à chaque fois qui ont utilisé un site de rencontre, eu une relation qui n'a pas duré, qu'elle soit considérée comme affective ou sexuelle, et en troisième lieu, la part de personnes qui ont rencontré leur conjoint actuel sur Internet. Et on voit que les parts sont décroissantes. Donc ça veut dire que ces services sont très utilisés, donnent lieu à plein de rencontres. Beaucoup de rencontres deviennent sexuelles, mais seule une minorité de ces relations s'inscrivent dans la durée. Et ça, c'est très net. C'est aussi l'image que les gens ont de ces services. Dans cette enquête, on a aussi posé plein de questions d'opinion. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée, ceci ou cela, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord? Et on a demandé aux gens, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que les rencontres en ligne sont principalement occasionnelles? Une large majorité disent, oui, je suis d'accord avec cette idée. Et c'est d'autant plus le cas lorsque les gens ont eux-mêmes fait l'expérience de ce genre de service. Comment expliquer donc ce fait que c'est plutôt des relations éphémères? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord tout simplement la temporalité propre aux rencontres sur Internet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la sexualité intervient rapidement, il y a beaucoup de relations qui deviennent sexuelles bien avant que les acteurs ou les gens ont statué sur l'avenir de la relation. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le caractère éphémère n'est pas forcément recherché ou anticipé. La sexualisation rapide fait que les histoires sans lendemain sont vraiment une expérience constitutive de l'usage de ces services. Donc il y a vraiment un enjeu de temporalité qui est important, mais il y a aussi un autre facteur qui est ce fait sur lequel j'ai insisté avant, qui est la discrétion de rencontres sur Internet. C'est-à-dire que ce sont des lieux privilégiés pour des rencontres éphémères parce que ces rencontres se déroulent à l'extérieur et souvent à l'insu du cercle de sociabilité. Et on se permet beaucoup plus de choses avec des gens qu'on ne connaît pas par ailleurs et qu'on ne risque pas de revoir si on ne le veut pas. Ça, on le savait aussi pour d'autres lieux. On sait dans les enquêtes très bien que les lieux de vacances, ça donne rarement lieu à des relations qui s'inscrivent dans la durée. Et là, on est un peu sur quelque chose de semblable. Donc, ce n'est pas forcément inédit, mais ça reprend un script sexuel, un scénario sexuel particulier. Et à l'inverse, on fait beaucoup plus d'attention avec des gens avec qui on partage un espace de vie, des collègues, des amis d'amis, etc. Et c'est ce que j'ai pris un autre extrait de Alexandra qui exprime cette idée très bien, qui parle d'une expérience. Elle dit le truc, c'est qu'à la fac, des coups d'un soir, c'est tendu. Tout le monde est au courant de tout ce que tu fais. Donc c'est un peu gênant. La seule fois où j'ai couché avec un mec, tout le monde me l'a répété 1 milliard de fois. Et j'étais là, fichez-moi la paix. Donc on voit bien, en fait, le gêne que ça peut créer. Donc, les sites de rencontres, très clairement, pour moi, changent les scénarios de la sexualité. Parce qu'ils accompagnent d'une explicitation des intentions, ça se solde par une accélération des rencontres qui devient plus rapidement sexuelle. Et parce qu'ils dissocient les réseaux sociaux des réseaux sexuels, ils facilitent l'accès à une sexualité non conjugale. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de marge de manœuvre et plus facilement on peut bénéficier de quelque part d'une sexualité pour soi. Les gens sont moins au courant. On peut parler de mouvement de privatisation de la sociabilité sexuelle, si vous voulez.
Alors, de mon avis, ça fait que Internet, pour moi, est vraiment un espace particulièrement important pour l'éducation sexuelle. Alors, pas les sites et les applications eux-mêmes. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de se dire « Ah, on va essayer d'intervenir sur ce genre de service ». Parce que les gens sont là pour se rencontrer et c'est des contacts de 2 à 2. Et je pense qu'une intervention sur ce genre d'espace sera vécue comme une intrusion. En revanche, je pense que c'est important de diffuser l'information et d'avoir des sites éducatifs en ligne. Et évidemment, ça existe. Je pense que vous connaissez déjà ce genre d'initiative. Donc moi, si je prends l'exemple de site On s'exprime, qui a été coordonné par Santé publique France et qui vise à sensibiliser les jeunes sur la santé, la sexualité et les relations amoureuses, les relations entre les sexes plus généralement. Il y a un nouveau projet qui est en train d'être monté par Philippe Martinez, doctorant à l'INSERM, à l'INED, qui s'appelait Sexpert, qui l'idée c'est l'éducation sexuelle par les pairs, que je pense est aussi important. Et je pense que vraiment, il faut soutenir ces projets, et il faut les diffuser. Il faut, je pense, aussi développer les initiatives, non pas uniquement vis-à-vis des adolescents, comme c'est souvent le cas, mais aussi des jeunes adultes qui sont déjà sexuellement actifs et qui sont potentiellement très expérimentés. Et d'évoquer des questions de sexualité de façon... voilà, en parlant de façon décomplexée sur tous les répertoires de pratiques sexuelles et en répondant aux interrogations très concrètes. Alors, ce que je pense surtout, c'est que ces choses-là, il faut travailler avec les entrepreneurs de web. C'est-à-dire que, et je ne pense pas qu'il faut intervenir sur les sites et les applications, mais en revanche, ils peuvent se faire le relais d'informations et de renvoyer vers ces sites d'informations. Alors ça, les sites et les applications gays le font depuis longtemps. Ça fait, dès le début, ils se sont fait vraiment le relais de messages de santé publique. Ils sont contents d'afficher des banners sur leur site en disant voilà un site pour si vous voulez des informations. Et en fait, c'est facile de cliquer. Donc, on est en train de chatter ou flirter. Et en fait, on a directement la possibilité de cliquer et arriver sur un site où on peut avoir d'autres types d'informations. Je pense que vraiment, c'est un chantier à ouvrir avec les entrepreneurs des sites hétérosexuels, parce que ça ne se fait pas. Il y a très peu d'informations disponibles sur ce genre de site. Et je pense qu'ils seraient preneurs. J'ai beaucoup travaillé avec les concepteurs, et ils ont vraiment un souci de sérieux. Je pense que c'est tout à fait de nouer ces partenariats en prenant le modèle des sites gays qui ont été très sensibles aux problématiques de comportement à risque. Et je pense que les sites et les applications hétérosexuelles aussi peuvent l'être. Et que là, je pense que, mais il faut que ce soit nous qui prenons l'initiative pour créer ce genre de lien. Donc, soutenir les initiatives d'information, d'éducation en ligne et nouer des partenariats avec les entrepreneurs de web que je pense seront réceptifs. Donc j'arrive à mon 4e point, donc finalement, qui pose la question des risques. Alors donc ça prolonge finalement cette réflexion sur l'éducation sexuelle, et je vais commencer un peu par poser un diagnostic et ensuite proposer des domaines d'intervention. Et ça part donc de cette question de savoir si les rencontres en ligne sont des rencontres à risque. Alors, c'est une question qui est souvent posée, et c'est dès le début de l'apparition de ces services. Et à l'origine, on posait cette question justement pour la population gay. Parce qu'il faut savoir que ces sites donc, sont apparus au milieu des années 90, donc vraiment dans un contexte extrêmement marqué par l'épidémie du sida. Et une des questions vraiment brûlantes de l'époque, et qui reste aujourd'hui, mais quand même moins, c'était de savoir si le fait de recruter des partenaires sexuels en ligne était une pratique à risque. Autrement dit, est-ce que ces rencontres étaient associées à certaines formes de pratiques ou de partenaires, de scénarios qui favorisaient la transmission des MST et du sida? Les réponses à cette question étaient assez contrastées, mais elles convergent plutôt pour dire que non. C'est-à-dire que ce n'est pas Internet en soi qui est un facteur à risque, c'est plutôt une question de partenaires et de sous-culture sexuelle. Pour la population hétérosexuelle et pour les jeunes, la question se pose un peu différemment. Donc évidemment, la problématique de la protection contraception se pose aussi sur cette population-là, donc comme j'ai mentionné. Mais de fait, la plupart du temps, lorsqu'on parle de risques associés aux rencontres hétérosexuelles, on pense plus souvent aux violences sexuelles. C'est-à-dire donc des dangers qui pèsent sur les femmes qui rencontrent des inconnus via Internet.
Et c'est un risque qui est souvent évoqué, discuté dans la presse, mais c'est de fait aussi une question qui est assez présente dans les entretiens et que les utilisatrices et les utilisateurs évoquent eux-mêmes. Et pour beaucoup d'entre eux, Internet constitue un endroit particulièrement dangereux pour les femmes. Avec cette idée que c'est un endroit où rôdent et œuvrent des hommes malveillants, qui sont nommés comme des barges, des tarés, des pervers, des psychopathes, mais en tout cas des hommes on n'a pas envie de faire avec eux, il faut faire gaffe et il faut savoir les identifier. Alors, le danger qui est perçu, ça vient de deux choses. Ça vient de l'anonymat d'Internet. Il y a cette idée qu'Internet, on peut se cacher. Donc, voilà, les gens ne donnent pas forcément leur identité, donc ils peuvent être d'autant plus malveillants. Mais ce qui est plus intéressant, sur lequel j'ai plus travaillé, c'est ce danger est vraiment aussi associé à la posture active des femmes. C'est-à-dire que de s'inscrire sur un site de rencontre, de dire haut et fort qu'on est célibataire, qu'on veut faire des rencontres et ensuite aller à des rendez-vous, rencontrer des inconnus et potentiellement avoir des relations sexuelles avec, c'est considéré comme une pratique particulièrement dangereuse pour les femmes. Le résultat de ça, c'est toute une panoplie de stratégies, de précautions et de sécurité qui sont prises par des femmes qui vont scruter les profils, essayer de détecter des choses louches, des incohérences, etc. C'est le fait de prévenir un ami quand on va au rendez-vous en disant « je suis à tel endroit, si je ne t'appelle pas dans 2 heures, tu commences à t'inquiéter ». C'est le fait de toujours organiser les rencontres dans des espaces publics, ne jamais aller directement chez lui, etc. Et ce sont des stratégies qui peuvent être très conscientes, c'est présenté comme ça, voilà ce que je fais pour me protéger, mais c'est aussi des scénarios assez inattendus, parce que ça va de soi, mais jamais on irait chez un garçon directement, donc on n'y pense pas, mais sous-entendu, entre les lignes, il y a quand même cette conscience quelque part que c'est dangereux et on ne le fait pas. Et je pense que c'est un point vraiment important, parce que ça veut dire que les rencontres en ligne et hors ligne se déroulent dans l'ombre de la violence. C'est-à-dire que la violence des hommes sur les femmes est une violence subie, crainte et anticipée, même par des femmes qui ne l'ont pas vécue. Et ça régule très fortement les rencontres. Et ça veut dire que l'expérience de ce genre de service n'est pas du tout la même pour les filles et les garçons. Et je pense que ça témoigne vraiment de l'inégalité des sexes face à la sexualité. Et donc, pour finir, j'aimerais juste développer ce point en évoquant justement des rapports de genre qui régulent l'hétérosexualité. Et ça va m'amener à parler de situations qui sont beaucoup plus ordinaires, beaucoup plus banales que la violence, parce qu'in fine, la violence est quand même assez rare, mais il y a d'autres situations qui sont beaucoup plus courantes. Et c'est parler de normes de genre qui ne sont pas spécifiques à Internet, mais qui sont particulièrement frappantes dans le cas de rencontres en ligne. Et c'est, à mon avis, vraiment ici, on a un domaine où les enjeux de santé sexuelle sont très importants. Et donc, je vais vous parler de 2 choses. La norme de la réserve féminine et les modalités de consentement sexuel en ligne et hors ligne. Le premier point, c'est la norme de la réserve féminine. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le corollaire de la norme de l'initiative masculine. C'est-à-dire que ce sont des attentes sexuées qui font que c'est aux hommes de faire le premier pas et on attend des femmes qu'elles fassent preuve de réserve dans leurs interactions avec les hommes. Donc ça veut dire qu'elles adoptent une posture attentiste, voire passive, lorsqu'elles interagissent avec les hommes. Et c'est vraiment un principe organisateur de l'hétérosexualité et la séduction qui repose sur cette idée que Isabelle Claire a formulée, que les filles ne sont pas censées vouloir pareillement. Elles ne sont pas censées manifester un désir sexuel comparable à celui des garçons. Cette norme, elle recouvre différentes dimensions qui ont des enjeux très concrets sur la santé sexuelle. En premier lieu, la réserve féminine, c'est un enjeu de respectabilité des femmes. C'est-à-dire qu'une femme respectable n'est pas censée se donner trop facilement. Elle risque d'être stigmatisée, sinon comme fille facile, pute, salope et autres termes. Et on aurait pu croire en fait que ces enjeux de réputation sexuelle des femmes auraient aujourd'hui disparu. De fait, ce n'est pas le cas. Il y a toujours cette idée qu'une fille bien, elle ne se montre pas trop intéressée par la sexualité. Et ça se traduit notamment par l'idée qu'il ne faut pas coucher le premier soir. Et cette norme existe toujours et elle est forte et elle ressort très spontanément dans les entretiens avec les utilisatrices. Donc là, j'ai juste pris un exemple de Anaïs qui dit «
ça donne une mauvaise image de moi. D'aller directement chez le mec, c'est pas anodin quand même. C'est pas pour boire une tasse de thé. Enfin, je sais pas. Quand tu vas vraiment chez la personne, ça veut dire que t'es prête à aller plus loin, à faire des choses. Sauf dans certains cas, évidemment. Mais surtout, pas pour une première rencontre. Ça donne une image de toi assez dégradante, je trouve. Donc c'est une norme qui est loin d'avoir disparu. Alors c'est aussi une stratégie, c'est pas uniquement un norme de respectabilité, c'est aussi une stratégie des femmes pour créer des marges de manœuvre dans la négociation des rencontres. Dans beaucoup de récits d'utilisatrices, le fait de ne pas faire le premier pas, c'est pour garder un contrôle sur les interactions ultérieures. Donc l'idée sous-jacente ici, c'est qu'une femme qui se montre disponible, elle court le risque d'être considérée inconditionnellement disponible. Elle a dit oui une fois, elle ne peut pas dire non après. Et ça reprend aussi à ça. Donc si c'est Jennifer qui dit c'est jamais moi qui prends le premier pas, je pourrais le faire mais je ne fais pas, c'est la peur en fait qui va vouloir quelque chose. Je me dis que si je fais le premier pas, j'engage quelque chose qui peut amener à quelque chose, donc au final je préfère que les gens viennent vers moi. Donc faire preuve de réserve, c'est une stratégie pour se prémunir très en amont de l'éventualité de violence ou d'abus. Et le troisième point, peut-être le plus évident, et qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la réserve, ça fait vraiment partie intégrante du jeu de séduction. C'est-à-dire que la femme fait attendre l'homme et c'est lui qui la sollicite. Et c'est un script assez classique de l'hétérosexualité. C'est un script aussi très apprécié, notamment par les hommes. Donc ce garçon qui dit, si je prends juste la fin de la citation, « J'ai toujours aimé les filles qui me fuient. Alors moi, je cours derrière les filles qui me fuient. Je suis comme un gamin. C'est-à-dire que c'est un défi. C'est un truc que je n'accepte pas. D'une certaine manière, ça doit revenir à ça. » Donc, c'est un script de la séduction qui est extrêmement problématique. D'abord parce que ça érotise le refus féminin, ça érotise la fille qui ne veut pas aller plus loin, qui n'est pas consentante ou qui en tout cas n'est pas très partante. Et ça crée vraiment une vraie incertitude sur qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'un vrai non et qu'est-ce qu'un non allusif qui en fait n'est pas un vrai non, qui fait plutôt partie de l'ordre de la séduction. Et je pense que c'est vraiment là aussi un domaine d'intervention. Un travail certes de fond qui consiste vraiment à mettre au défi ces scénarios de la sexualité et consiste donc il faut qu'on arrive à éduquer les jeunes à une affirmation plus claire de désir et de leur volonté, notamment les filles, donc et aussi à mettre en image des images plus positives d'une sexualité féminine démonstrative. Et donc le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est la question du consentement. Et je trouve que le travail que j'ai mené sur les rencontres en ligne, ça interroge vraiment en profondeur les modalités de consentement. Et ça va être mon dernier point. Donc en ce moment, je mène un travail sur le sujet avec une jeune collègue, Rebecca Lévy-Guillain. Et c'est vraiment dans ce domaine que j'aimerais engager la discussion avec vous, parce que pour moi, c'est un enjeu de santé sexuelle vraiment prioritaire et qui m'interroge beaucoup maintenant dans ce contexte post-MeToo. Alors le consentement, c'est quoi? C'est assez simple en principe, c'est le fait de donner son accord. Donc le consentement sexuel, c'est donner son accord pour un acte sexuel. Et notre conception de la sexualité repose vraiment fondamentalement, donc politiquement, socialement, juridiquement, sur cette idée de consentement. C'est ça qui distingue un viol, qui définit un viol, et c'est ça qui distingue sur des critères moraux la sexualité des violences sexuelles. Ça repose sur l'idée que les deux partenaires expriment ce qu'ils souhaitent, et souvent qu'ils l'expriment verbalement. Et le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour deux raisons, parce que la séduction hétérosexuelle repose vraiment sur l'implicite, sur le langage corporel, et c'est considéré vulgaire de expliciter les choses. Il va au même avec des choses, même, donc évidemment la séduction, mais même ce qu'on fait au lit, c'est-à-dire les pratiques de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut faire, ce qu'on ne va pas faire, c'est considéré souvent comme vulgaire. Et c'est pris dans cet exemple, un garçon qui dit on ne va pas lancer le sujet comme ça, on découvre souvent juste avant de coucher avec la personne, ou même quand on va coucher avec la personne, on va se rendre compte ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, etc. Donc il dit que c'est plus sur le feeling, on ne se pose pas vraiment la question. Donc
expliciter les choses, ça va à l'encontre du script hétérosexuel, et évidemment, c'est une source de malentendu très important. Ça exige un peu de faire des choses sans le dire, ça exige une attention importante et une entente très importante entre les partenaires, qui n'est pas toujours là, surtout quand il s'agit de rencontres occasionnelles. Il y a aussi une problématique qui est le fait que garçons et filles ne communiquent pas de la même manière. Et en premier lieu, les filles ont du mal à affirmer leurs désirs et ont du mal à dire non. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les filles disent rarement non dans ce genre d'interaction. Et c'est très bien dit ici par Alizée, qui en fait n'a jamais fait de rencontre sur Internet parce qu'elle ne comprend pas comment on fait si on ne veut pas aller plus loin. Et donc elle dit, je me dis que si le mec me plaît, c'est cool, mais si le mec me plaît pas, comment tu fais pour... je veux dire, tu fais le resto, tu fais le verre, et après, comment tu fais pour décliner gentiment? J'ai un pote, c'est lui avec qui je parle tout le temps, il me dit, vas-y. Et moi, je dis, ok, ça me dérange pas de voir, mais implicitement, on sait tous les deux que ça doit finir chez l'un ou chez l'autre. Mais comment je fais s'il me plaît pas du tout? En fait, cette question, elle se pose la question, mais en gros, comment je dis non? Parce que de fait, les filles ne disent pas non. Et souvent, elles vendent des excuses. Donc, plutôt que de dire, en fait, je étais contente de faire ta connaissance, mais en fait, ça va s'arrêter là. Elles inventent des excuses en disant, en fait, j'ai un bus, c'est le dernier métro, j'ai une copine, c'est son anniversaire, j'avais oublié, il faut que je parte. Mais elles ne disent pas non. Et ça, pour moi, c'est un problème. Je vais vraiment conclure très rapidement là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment là où on a un travail à faire. Je pense que ce mouvement MeToo a été très important pour évoquer des questions notamment de violence sexuelle et d'abus sexuels. Mais je pense que parfois, on risque de rater aussi un problème plus large encore, qui est des problèmes liés à l'ambiguïté et des normes de genre dans la séduction hétérosexuelle. En fait, dans ce débat, on a beaucoup insisté sur les hommes. Et c'est vrai qu'il existe beaucoup de situations où, de fait, les hommes ne savent pas ou ne veulent pas accepter un refus. Et il faut qu'on travaille, il faut qu'on éduque nos garçons, nos fils, nos frères, nos compagnons de respecter ce non. Mais il faut aussi qu'on éduque nos filles, nos sœurs, nos copines et les femmes. Parce que, de fait, il y a des situations évidemment très claires où elle ne voulait pas, elle a dit, mais il a quand même fait des avances. Mais il y a autant de situations, sinon plus, où ce n'est pas très clair. Il pensait qu'elle était d'accord, mais de fait, elle ne le voulait pas. Et c'était pas clair parce qu'elle n'a pas dit non. Et j'ai beaucoup de récits aussi dans les entretiens de filles qui ne voulaient pas, mais ne savaient pas comment arrêter les choses. Et je pense que vraiment, un des points très importants, c'est de faire cette éducation sexuelle, d'une affirmation plus claire de la volonté de désir, qui s'intéresse autant aux jeunes filles que aux jeunes garçons et qui vraiment éduque, et ça peut prendre des formes très concrètes, à comment est-ce qu'on dit « je ne veux pas ». Et évidemment, il faut aussi faire l'inverse, il faut apprendre aux filles à dire « oui, je veux » et d'avoir des images positives de la sexualité. Mais c'est vraiment la même chose pour moi, c'est de montrer et de dire clairement que je veux et j'ai envie, ou non, je veux pas aller plus loin. Et évidemment, les comportements de ce sexe s'auto-renforcent. Les hommes ont du mal à accepter un refus parce qu'ils n'ont pas habitué. Et donc, ils se fâchent souvent, même sur Internet. Donc, si on apprend nos filles à mieux expliciter leur volonté, on sert aussi mieux à même à éduquer les garçons pour détecter quand est-ce qu'elle veut et quand est-ce qu'elle veut pas. Donc, voilà, donc confronter les rôles sexuels, évidemment, promouvoir des images positives d'une sexualité affirmative, faire un travail plus concret d'éducation en ligne, de coopérer avec les entrepreneurs de web, comme je dis, et faire des cours, des éducations, des mises en situation concrète où on apprend à dire « oui, tu me plais »,« non, tu me plais pas ». Merci. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Alors, je vais commencer par une question, puis je laisserai la parole à la salle. Vous avez parlé de consentement et de violence sexuelle. Dans la qualification pénale des infractions à caractère sexuel n'est pas définie par l'absence de consentement, elle est définie par l'utilisation de moyens de contrainte, de surprise, de menace ou de force pour contrer la volonté de la personne. Donc ce qui est assez particulier, c'est que finalement la qualification pénale vient mettre à jour une présomption de consentement par le négatif.
la reconnaissance très tardive du viol conjugal, on est sur vraiment une présomption de consentement. Et finalement, ce que vous dites, c'est que s'inscrire sur ce type de site fait présomption de consentement. Même dans l'esprit des jeunes filles qui s'y inscrivent. Donc là, comment est-ce qu'on peut éduquer à dire oui ou dire non quand le standard, finalement, que vous mettez à jour, c'est la réserve féminine, où il s'agit finalement de ne pas exprimer de désir, qu'il soit positif ou négatif. Donc comment on s'en sort dans ce... De fait, oui, il y a une présomption de consentement et quelque part, ça en soi ne me pose pas de problème. Qu'on se dise qu'on va sur ce genre de service parce qu'on a envie de faire des rencontres, on a envie de tester des choses, on a envie de vivre des choses sexuelles et que, effectivement, la présomption est là. C'est que si on est là, c'est parce qu'on en a envie. Ça ne me pose pas de problème. C'est justement plutôt l'affirmation de dire lorsqu'on n'a pas envie. Et je pense que c'est vraiment dans ce sens-là que les choses doivent se faire. Et donc la réserve féminine, c'est effectivement des femmes qui gèrent le fait qu'elles sont là, elles savent qu'elles sont perçues comme sexuellement actives et disponibles, et elles essayent de contrecarrer les conséquences négatives du fait que de se montrer trop intéressées par le sexe, on ne peut plus dire non. Et c'est ça qui est... Donc je pense qu'on ne peut pas échapper quelque part, surtout sur ces services, dans une présomption de volonté, parce que quelque part on s'inscrit pour faire des rencontres. L'inverse, ça serait pas forcément possible. Mais plus généralement, par rapport à la législation aujourd'hui, les débats juridiques qu'il y a, en tant que sociologue, il me semble qu'il y a beaucoup de choses autour des violences sexuelles qu'on ne pourra jamais régler dans un cours de justice. Parce que ça va être mot contre mot. Et je suis suédoise et on vient de passer en Suède une loi qui change beaucoup des choses, parce que non seulement c'est une législation où ça repose sur le consentement, mais la charge de la preuve est inversée. C'est-à-dire qu'il faut que lui montre qu'elle a explicitement pas refusé les avances. Donc c'est vraiment une autre manière de voir les choses. Je ne pense pas que dans les faits, ça va changer beaucoup de choses, parce que les situations de séduction hétérosexuelle restent ambiguës, ça reste mot contre mot. Donc de toute façon, pour moi, l'espace juridique n'est pas l'espace d'intervention sur ce genre de questions. Et il ne faut pas croire que le juridique va nous aider, je pense, sur ces questions-là. C'est mon point de vue. Alors, moi, je me demande s'il ne faudrait pas enseigner aux jeunes que la vie, elle est compliquée, qu'elle est risquée. Parce que hier, j'ai choqué, j'étais avec Jean-François Delfrécy à l'écouter, parce que j'ai dit que la vie, c'est une maladie mortelle qu'on attrape en naissant. Ça, il faut toujours s'en rappeler, parce que c'était à propos des lois de bioéthique, où on voudrait un enfant parfait, enfin, on voudrait l'irréel. Parce que le refus des filles, ça a toujours été quelque chose qui est difficile à formuler pour pas froisser l'autre, pour pas qu'il devienne agressif, compte tenu de la physiologie. Parce que la frustration, c'est pas très agréable. Et donc, c'est plus en leur enseignant à s'exprimer correctement, mais par des paraphrases, enfin, avec les mythes et les légendes, comme le conseille le professeur Hervé, qui sont plus comprises. Parce qu'avec Internet, c'est des mots très rapides, des petites phrases, alors qu'en fait, la poésie, c'est le cantique des cantiques, c'est long, c'est des allers-retours, ça devrait être intégré dans la vie actuelle et pas être vu comme un livre ancien, moi je pense. Merci. Donc, oui. Tiens. Je voudrais juste réagir avec la poésie. Hein. Vous avez fait une référence à la poésie. Or, moi, ce que j'ai entendu, c'est vraiment la dissociation, l'amour, et là, une forme de sexualité à travers les rencontres en ligne. C'est-à-dire, là, on ne parle même pas de rencontre avec... je rencontre quoi quand on est amoureux? Là, c'est pas ça. En tout cas, j'entends autre chose hein, dans votre recherche. Et ce qui m'interpelle, parce que je sors d'une autre rencontre où on parlait des sites, notamment concernant la population gay, et où dans ces sites spécialisés, il y a des prises de risques énormes avec le chemsex, par exemple. Et là, j'ai presque envie de dire, quand vous parlez de recommandations, de travailler avec les sites pour faire passer soit des bandeaux de prévention, il y a des sites qui refusent absolument.
hein, parce qu'ils pensent que ça va complètement faire fuir leur population. Et actuellement, il y a une montée, mais vraiment en flèche, de ce qu'on présente à travers le slam et le chemsex, c'est-à-dire des achats directement. Donc la prise de risque me semble très très important, surtout pour des adolescents qui sont dans une période de fragilité, je veux dire, dans la prise de risque déjà, la clinique de l'adolescent, et puis aussi dans la quête, ils sont en train de se chercher au niveau de leur identité sexuelle. Donc c'est vraiment sur le désert de l'éducation à la santé sexuelle que vous avez souligné qui me semble capital. Bernard, donc j'interviens par rapport à la fin du troisième paragraphe, parce que vous avez dit que au niveau des homosexuels, ils font un peu plus des efforts au niveau de l'éducation par rapport aux hétéros. Est-ce que ce n'est pas dû au sida parce qu'ils ont été suffisamment touchés par le sida? Est-ce que ce n'est pas ça la cause principale? Même si on reconnaît toujours que les nouvelles contaminations continuent quand même chez hein? Voilà, oui. Oui, bonjour, moi je suis conseillère conjugale et familiale à l'hôpital Béclair et on fait des interventions scolaires. Alors là, ça m'intéresse beaucoup, là, tout ce que vous avez montré, parce qu'on on intervient auprès d'élèves de 4e, seconde. Alors des fois, on leur fait des scénarios. Alors on dit par exemple, Sarah et Bernard se connaissent, ils ont 16 ans, les parents sont pas là, Bernard invite Sarah, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va y aller, pas y aller? Alors en général, les filles, elles disent... non, elle va pas y aller. Les garçons, ils disent oui, elle va aller. Bon, alors, si elle y va, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les filles, la plupart du temps, on va coucher. Et les garçons, pareil. Alors, les filles, elles disent, nous, on n'y va pas si on n'a pas envie de coucher. Alors, je leur dis, mais pourquoi vous irez que pour coucher, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas une autre éventualité? Alors, elles disent, si, on peut y aller. Oui, on peut y aller. Alors, je dis, mais est-ce que pour vous, c'est facile de dire non? Si, par exemple, vous flirtez, puis après, ça va plus loin, et puis vous sentez plus l'envie, vous avez peur, est-ce que vous arrivez à dire non? Mais alors, dans tous les cas, ça paraît très simple. Elles disent, ah oui, on peut très bien dire non. Enfin, tout le monde dit que c'est très facile. Les garçons, pareil, ils disent, ah oui, mais si jamais on commence et qu'elle n'a plus envie, on s'arrête, c'est normal. Mais bon, ce qui n'est pas vraiment le cas. Alors je me dis, mais comment on peut arriver à les amener justement à parler de tout ça? Parce que nous, on n'a pas on ne sait pas trop comment s'y prendre pour aller plus loin, quoi. Parce que pour eux, ça s'arrête là, vu qu'ils disent tout est normal, on peut dire non. Voilà. Alors j'aimerais bien avoir un petit tuyau pour avancer là-dessus. Oui. Vous avez des supports de prévention, d'éducation à la sexualité, adosexo. Vous avez le Canditon, énormément de supports qui peuvent justement contourner ces phrases toutes faites. Et c'est ce qu'on va dire à un adulte quand on ne veut pas forcément évoquer avec malaise ce qu'on ressent ou ses difficultés. Mais c'est un travail compliqué. Moi, je voudrais simplement juste rajouter quelque chose concernant... les bandes annonces pour les sites gays de rencontres. Dans une autre vie professionnelle, je m'en occupe. Alors, l'État n'a jamais pu travailler avec des sites de rencontres, payer des sites de rencontres pour avoir des bannières. Ça a toujours été refusé par les sites de rencontres, tous. Par contre, les communautés, entre elles, pour certains, moins de 5% des sites de rencontres acceptent qu'une communauté, par exemple homosexuelle, une association, des grandes associations, puissent négocier des bannières. Mais ce ne sont pas des bannières, malheureusement, ce ne sont pas des bannières étatiques, c'est des bannières intracommunautaires. Donc ça existe, c'est un travail qui est long. Chez les hétérosexuels, on n'a pas de leader. On a le mouvement du planning familial, par exemple, qui pourrait être un leader dans ce domaine-là, sur l'éducation du genre, l'égalité, etc. Donc, il porte des valeurs extrêmement importantes et des plaidoyers importants. Il n'y a pas, pour le moment, on n'a pas arrivé à toucher les sites de rencontres hétéros.
Donc c'est difficile. Et puis quand même, toutes les questions qu'on pose là m'intéressent. C'est comment éduquer, et on aimerait tous, mais comment et quelles seraient les idées. Donc est-ce que vous avez déjà partagé avec d'autres expériences, d'autres personnes, et nous dire un peu ce que vous, entre professionnels, vous vous dites? Donc, je vais donner peut-être un peu une réponse globale parce qu'il y a des choses qui se rejoignent. Mais donc, première remarque, il disait de ce que j'entends, en fait, c'est pas de la rencontre amoureuse. En fait, je pense qu'une chose importante, c'est de souligner le fait que surtout à cet âge-là, quand on va sur une application, un site, on n'y va pas forcément avec une idée très claire. De fait, les personnes plus âgées, notamment des personnes séparées, eux, ils vont potentiellement sur le site en disant « j'ai envie de me remettre en couple ». Le projet est conjugal, il est clair, en fait, on sait pourquoi on est là. En fait, sur les applications, souvent, on s'inscrit parce qu'on a envie de voir ce que c'est, on regarde, on navigue, et puis, en fait, on n'a pas forcément d'idée très claire, on fait tout type de rencontres. Donc évidemment, ça complexifie quelque part les choses, mais ça ne veut pas dire que les rencontres amoureuses n'y sont pas. C'est plus, je pense que c'est un âge de la vie qui se caractérise beaucoup plus par une espèce d'ouverture des champs de possibles et qu'on fait au feeling. Donc on verra où ça amène. Donc c'est potentiellement une complexité en tant que éducateur qui est plus compliquée. Alors sur la question des... qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est compliqué. Alors moi, je pense que sans doute, il y a différentes techniques. D'abord, moi, mon impression, c'est que lorsqu'on a les jeunes ensemble, parfois ça peut sembler une bonne idée, on fait un peu comme de focus group, on les met ensemble, ils parlent de leur expérience. En fait, on a énormément de discours convenus quand on met les jeunes ensemble. Parfois, on a l'impression que les jeunes savent ce que font les jeunes, etc. En fait, ils ont énormément d'idées reçues et d'idées très fixes, et c'est d'autant plus fort qu'on les met ensemble, et parfois on se dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et je pense qu'une première chose, c'est peut-être de commencer à avoir des choses plus individualisées. Je ne suis pas sûre que le format groupe est toujours le format le plus approprié. Donc ça, c'est une réponse. Une deuxième réponse, c'est ce que je pense qu'il faut un peu une approche vraiment plus comportementaliste, entre guillemets, dans le sens où je pense qu'il faut vraiment des mises en situation. Parce que les situations, c'est des scénarios hypothétiques. Qu'est-ce qui se ferait dans cette situation? Qu'est-ce que ferait Sarah? Et c'est simple à dire, elle dirait non. Mais je pense qu'on peut vraiment faire des jeux de rôle plus importants et typiquement, peut-être des formations qui ressemble un peu plus à ce qu'auraient pu être des formes d'autodéfense féministe. Je veux dire, ce sont des initiatives qui sont faites pour que les femmes apprennent à repousser des hommes qui se font insistants. C'est très focalisé, en tout cas pour certains, sur le fait de repousser physiquement. Mais on pourrait tout à fait reprendre le même concept et qu'en fait, on met des filles et des garçons en situation. Et je pense que vraiment pour les filles, il y a quelque chose de l'ordre, de très concret, de tester, de s'éduquer et apprendre à dire non. Et de le dire fermement. Et vraiment juste s'exercer à le faire et s'exercer à faire les mouvements, à prendre les postures physiques qui veut dire non. Et elles vont être très gênées et tout ça, mais de les forcer de incarner ce non. Pas juste le dire comme dans un contexte hypothétique, qu'est-ce qu'on ferait, mais l'affirmer et quelque part l'incarner. Donc peut-être des choses plus individualisées, en tout cas en plus petit format, et vraiment un peu l'exercice concret d'occuper la posture de... Mais je pense qu'il faut faire l'inverse aussi. Il faut pas éduquer les filles à dire « Oh, la sexualité, c'est dangereux, il faut savoir dire non parce que sinon il peut tout arriver ». Il faut aussi dire... peut-être faire des exercices de séduction, que les filles apprennent à séduire les garçons, à les brancher et à avoir une posture plus positive et affirmative de leur sexualité. Ça sera tout aussi important. Elles seraient tout aussi gênées en le faisant, mais je pense que c'est une mise en situation qui pourrait être très, très important. Et du coup, est-ce que vous imaginez que les théâtres forums ou ce genre de format puissent être... Parce que je réfléchis à l'environnement scolaire, l'individuel, c'est extrêmement compliqué sur des formats d'éducation à la sexualité, ces programmes-là. Est-ce que c'est des choses que vous recommanderiez? Oui, alors mon expérience, je veux dire, je connais parfois mieux le système suédois où l'éducation à la sexualité se fait certes à l'école, mais il y a beaucoup de choses où en fait on sort déjà les étudiants, les élèves de l'école en fait, et on fait beaucoup de choses dans des lieux qui n'ont rien à voir avec l'école et ça change complètement aussi les conditions d'interaction. Parce que de garder les personnes dans un cadre scolaire avec des personnes associées au milieu scolaire, c'est pas forcément parfois les milieux les plus propices pour s'ouvrir et parler de ces expériences.
Je vais vous donner la parole. Donc, il existe chez nous des associations de femmes d'autodéfense. Oui. Notamment, il y en a à Bordeaux, pour ne pas les nommer, qui fédèrent ce type. Donc, ça existe. Oui. Et une autodéfense affirmative et, oui. Et pas agressive. Non, c'est ça. Hein, et je pense qu'on pourrait emprunter cette technique dans le cadre avec des jeunes. Donc, parce que souvent, l'autodéfense féministe, il faut avoir une démarche assez volontariste. On se porte volontaire pour aller dans ces formations. Et même le terme féministe, je ne suis pas sûre qu'il y a toutes les femmes qui elles disent autodéfense, il faut que je me batte. Je pense qu'il va y avoir des confusions là-dessus. Donc, je pense que ce sont des bonnes initiatives. Il faut prendre leurs outils et peut-être le présenter autrement et de présenter dans d'autres cadres aussi. Allez-y. Alors, moi, je suis conseillère conjugale, pareil. Moi, je reçois plutôt les jeunes en individuel, en particulier les filles. Et là, tout à l'heure, vous parliez des sites. Moi, je parlerai plutôt de Facebook. Les jeunes filles mineures qui disent qu'ils vont chercher des amis sur Facebook et qui vont rencontrer ces personnes. C'est une fois elles ont rencontré la personne et qu'il s'est passé ce qu'il ne doit pas se passer, justement, parce qu'elles ne savent pas... enfin, ce fameux non dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas qu'elles ne savent pas dire non. C'est juste, je suis en face de quelqu'un que je n'ai jamais vu. Je suis mineure. La personne, elle a 18, 19 ou 32 ans, va me dire, puisque tu es venu chez moi, je te prends en photo, je te prends en photo nue, et si tu ne fais pas ce que je te dis, tes parents auront les photos. Qu'est-ce que cette jeune peut faire? Vous voyez, là, vous êtes en train de parler d'autodéfense. Moi, j'en suis là, en fait. Du coup, si vous avez des idées, les idées sont les bienvenues. Les idées qu'il y a eu à la fin, là, elles ne peuvent pas se transmettre par le web, Internet. C'est vraiment un travail théâtre-forum ou un travail d'affirmation. Être assertif dans sa posture, c'est quelque chose qui s'apprend en direct avec un coach, enfin des enseignants ou des personnes, des pairs qui sont formés. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette conseillère conjugale qui est dans la réalité? Oui. Ce qui est sûr, la situation que vous décrivez, c'est un écart d'âge important, c'est une personne mineure dans des situations de mise en danger potentiellement. Je pense que ça, ce sont des situations où, je veux dire, ce sont des rapports de domination en âge et qui sont compliqués. Je suis pas sûre qu'il y a un peu une solution miracle. Quelque part, il faut parler des jeunes qui ils rencontrent sur Internet, pourquoi ils vont aller vers l'encontre de personnes plus âgées, par exemple. Je ne pense pas non plus que ça soit une pratique majoritaire, c'est-à-dire que, par exemple, les personnes que j'ai reçues, avec qui j'ai fait des entretiens, les filles le disent très clairement. L'âge est la première chose qui est un peu une alerte rouge où elles se disent c'est dangereux. En fait, aller avec un homme plus âgé, elles anticipent que ça va être une situation où elles vont être mises à mal, où les rapports de pouvoir vont être très inégaux. Il y a beaucoup de filles qui vraiment évitent ces rencontres-là. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je veux dire, pour ce type de situation-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de parler, d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette attirance d'aller vers des personnes plus âgées et de prévenir. Cette forme de rapport de pouvoir que des adultes, notamment des hommes adultes, peuvent exercer face à des filles mineures, je pense qu'elle n'est pas nouvelle. Je ne pense pas qu'il y a des solutions... Il n'y a pas de programme. Par contre, il y a souvent des initiatives en local. Par exemple, il y a des équipes mobiles au niveau des rectorats et des académies. Et quand il y a des situations de violence sexuelle dans des collèges ou dans des lycées, ils interviennent et ils font une double intervention. Éducation à l'image et éducation à la sexualité. Parce que deux adolescents, ou tout ce qui va être grooming, etc., mais ça reste une intervention post-crise. C'est la crise qui déclenche la prévention pour les autres. Mais Et actuellement, dans les outils EduScol, il n'y a pas. Parce que j'ai déjà regardé, donc nous n'avons pas pour le moment d'outils qui peuvent aider à comment intervenir auprès des jeunes pour diminuer ces prises de risques qui peut avoir.
Et je pense que, juste par rapport à d'autres questions, par rapport à la coopération avec les concepteurs et les sites, effectivement, je pense que vous avez raison. En fait, notamment la mobilisation des sites et des services gays qu'il y a pu avoir était largement favorisée par le contexte du sida. Il y avait un volontarisme, ils étaient un peu obligés, ils se sont un peu collés contre le mur, il y avait des accusations, on était dans un contexte où quelque part la balle était dans leur camp, ils l'ont senti. C'est vrai, on n'est plus dans ce contexte-là aujourd'hui, et effectivement les sites, les applications aujourd'hui, ils se sont très très éloignés potentiellement de ces risques, et je pense qu'il faut des mesures fortes, et quelque part il faut évidemment mener une campagne vis-à-vis de plusieurs concepteurs, et il faudrait que ça soit une initiative qui dit que les leaders en France par exemple prennent l'initiative pour rendre l'information accessible, mais c'est sûr que le contexte n'est pas forcément favorable. Oui. Enfin, le contexte n'est pas favorable, mais chez les hétérosexuels de façon caricaturale, parce que ça existe aussi chez les homosexuels, le harcèlement sexuel est un phénomène énorme. C'est plus de 33% de la population de femmes qui subissent dans l'année un harcèlement sexuel. Et donc, ça, c'est pire que l'épidémie du VIH à l'époque, en termes de quantité et en termes de destruction psychologique de la personne. Donc, il y a des mouvements qui se lèvent, après MeToo, etc., et on peut espérer que puisse y avoir des dialogues avec les sites Internet, qu'on puisse avoir une forme d'éducation, des bannières, des liens ou des explications comment manier Internet, comment manier des rencontres en ligne. Hein. On peut espérer que ça débouche sur quelque chose. En tout cas, ça rend certainement anxieux les éducateurs que nous sommes, les responsables que nous sommes par rapport à ce qui existe. Je sais bien que c'est difficile de terminer une série de conférences là-dessus, mais c'est pas très optimiste. Hein. J'aimerais bien qu'il y ait des idées optimistes. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment... Et je pense qu'il faut qu'on ose aussi évoquer tout type de situation, parce qu'il y a les formes d'harcèlement sexuel et c'est un enjeu. Et puis il y a les formes dont j'ai un peu parlé à la fin, où de fait ça touche des situations sociales plus larges que le harcèlement, c'est-à-dire où de fait les choses ne sont pas claires, il y a des choses qui sont subies et qu'il n'y a pas le consentement est ambigu. Et je pense que c'est vraiment, il ne faut pas, parfois dans le débat de MeToo, il y a eu une volonté d'un peu simplifier les choses en disant « Ah ben c'est pas vrai, c'est les hommes, il faut les éduquer. Un non, c'est un non. » Oui, mais il faut déjà prononcer ce non et qu'il faut qu'on ose aussi dire qu'il y a plein de situations où c'est pas si net que ça. Et il faut qu'on ose toucher non pas ce qui est noir et blanc, mais aussi toutes les zones grises où de fait c'est pas si clair que ça. Donc à la fois parler de harcèlement sexuel, mais aussi toutes ces situations beaucoup plus ordinaires et banales où juste il y a des malentendus et ça crée aussi des conséquences et des expériences parfois douloureuses, alors que c'était pas dans le cadre pénal de harcèlement. Bonsoir, merci en tout cas pour votre intervention. Moi j'interviens en tant que conseiller conjugal et familial également depuis maintenant une dizaine d'années sur les moyens qu'on dispose pour pouvoir intervenir et parler d'éducation à la sexualité. Alors c'est aussi bien sûr rappeler les interdits fondamentaux, mais c'est aussi parler l'éducatif, comme vous disiez, le non, le oui. Et après, quels sont les moyens qu'on dispose? On en a très très peu. J'en ai quand même trouvé deux, pour être pragmatique et positif. C'est quand même, je m'inspirais il n'est plus en vie maintenant, mais je trouvais qu'en tout cas, il avait fait quelque chose d'assez extraordinaire de parler de la sexualité. C'était un pédopsychiatre, Stanislas Tomkiewicz, dont j'essayais de m'en inspirer. Il a fait des interventions dans ce sens-là. C'est de raconter une histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de la sexualité? Mais en partant des attentes des jeunes, et pas des attentes de l'intervenant ou des intervenants, qu'on soit conseiller, conseillère, éducateur, éducatrice ou enseignant. Et du coup, j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'essayer de le copier, de m'en inspirer. Et puis après, il y a eu celui de la sociologue, qui est toujours en vie, bien sûr, c'est Madame Bellil, Claire Bellil, et qui est vraiment un outil extraordinaire pour, pareil, que les jeunes puissent s'approprier ce qu'eux ont envie de dire sur l'éducation à la vie et à la sexualité. Et ça, je trouve que, en tout cas, vous disiez quelque chose qui était... pour moi, c'est quelque chose de pragmatique. Je ne sais pas si c'est... qui va être positif, mais je pense que c'est vraiment pragmatique. Et puis après, il y a bien sûr aussi l'évaluation qu'on en fait. Moi, depuis 10 ans, je fais une évaluation
Et en fait, je pense que quand je vais quitter ce travail, tout va aller à la poubelle. Personne ne s'en intéresse. Voilà, et ça aussi, en termes d'évaluation, c'est quand même... qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des pratiques avant moi qui ont été faites par des professionnels, et heureusement que j'ai pu m'en inspirer, parce que rien ne reste au niveau des structures institutionnelles qui pourraient prendre le relais. Et ça, c'est vraiment dommage. Et puis pour terminer, j'en arrête là. Voilà. Je profite de dire que quand on a des idées comme ça, qu'on a évaluées, c'est l'occasion d'envoyer ça à la chaire UNESCO, qui sait diffuser. Et oui, c'est son rôle, ce n'est pas une institution, c'est là à votre service. Comment? Mais je pense qu'on va pouvoir le transmettre à travers le site, etc. Je lui demanderai. Merci beaucoup pour votre intervention que j'ai trouvée extrêmement claire et intéressante. Moi, je suis sexologue et psychothérapeute. Et je voulais surtout rebondir sur ce que vous avez dit en dernier, enfin, d'ailleurs, dans toute votre présentation, qui est le non, et qui n'est pas clair du tout. Parce que, alors, nous, ce qu'on voit en cabinet aujourd'hui, c'est toute la journée, c'est ça. C'est des jeunes femmes entre 20 et 25, 26 ans, enfin même peut-être 19 ans, 19, 26, qui font des rencontres sur des sites internet, qui ce ne sont pas que des rencontres sexuelles, parce que souvent ça peut aussi être des rencontres amoureuses, mais elles se retrouvent dans des situations à certains moments où elles sont incapables de dire non, où elles peuvent dire non éventuellement, mais le garçon pense que c'est un jeu sexuel, continue. Alors après, suivant les histoires personnelles, il y a traumatisme ou pas. Moi, j'en ai qui déposent plainte pour viol, mais je pense qu'elles vont encore plus souffrir parce que les plaintes ne sont pas entendues, il n'y a pas, comme vous le dites, ces paroles contre paroles, donc il n'y a rien qui puisse effectivement alimenter ces pratiques. Et je crois que le fait d'apprendre à nos filles, à toutes ces jeunes filles à dire non, c'est la première des choses qui doit être faite par du comportemental. Et je pense que là-dessus, c'est sûr que le jeu de rôle, mettre l'ado en situation, le jeune adulte en situation, et l'entraîner à pouvoir se positionner dans quelque chose de savoir poser ses limites, quelle que soit la situation, c'est effectivement le moyen le plus pratique et le plus rapide d'y arriver. C'est vrai que c'est compliqué après d'organiser des groupes comportementaux, et c'est peut-être ça sur les sites qui pourraient être mis en bandeau ou en pub ou je ne sais pas quoi, mais essayer de faire de la défense non physiologique mais psychologique et cognitive, d'être en capacité de pouvoir faire des groupes de parole et apprendre à dire non. Merci. Une réponse non, juste une remarque pour finir, mais je pense effectivement que c'est aussi en tant que Suédoise que je dis ça. En Suède, on a eu beaucoup de débats récents sur ça, et il y a eu la solution, je veux dire, le levier principal qui a été menée, ou la lutte qui a été menée, c'est la lutte juridique. Il y a une longue lutte pour faire évoluer la juridiction sur la qualification de viol. De fait, de mon point de vue, c'est aussi donc en tant que sociologue, encore une fois, je ne pense pas que la sphère juridique soit la sphère où on va régler ces problématiques. Et je pense que il faut vraiment qu'on considère que le droit ne pourra pas répondre à nos problèmes. Il faut qu'on les travaille en amont, et surtout, il ne faut pas du coup perdre de temps à travailler envers le droit. Il faut vraiment centrer les forces plutôt sur tout le travail en amont. Parce que c'est vraiment dans le contexte éducatif, je pense, où on le dit souvent, mais parce que c'est une lutte continue. Donc il faut continuer, il faut trouver de nouveaux moyens, et c'est vraiment là, il faut centrer les forces et demander des moyens, des personnes et des nouveaux outils et potentiellement de nouveaux programmes. Disons que ce script hétérosexuel qui existe, où tout est censé aller sans dire, parce que c'est censé aller de soi, on est censé comprendre ce que veut l'autre, ce qu'elle veut pas, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. C'est pas facilité par le fait que c'est des partenaires occasionnels, parce que du coup, on rate cette communication-là. Et évidemment, dès qu'il y a l'alcool dans l'histoire, on est aussi dans une situation où c'est toute cette interaction langagière qui est censée se faire entre partenaires pour sentir est-ce que tu veux pas, on va plus loin ou pas.
Évidemment, ce n'est pas non plus favorisé par les contextes sous l'influence de l'alcool ou bien aussi d'autres formes de substances, parce que ce n'est pas que de l'alcool. Donc c'est sûr qu'il faut que... Voilà, et mieux vaut que ça soit explicite que implicite, parce que l'implicite sous l'influence de l'alcool, c'est pas super. Bien, merci à toutes les deux et merci à Marie Bergström pour nous avoir, de façon sociologique, décrit ces nouvelles relations sexuelles qui nous interrogent tous. Est-ce que c'est seulement binaire? Oui, non. Je vous rappelle que quand on n'arrive pas à se sortir d'un aspect noir-blanc ou binaire, il faut faire un pas sur le côté ou regarder de façon plus haute, non pas voir les zones grises, mais essayer de trouver une troisième solution qui n'est pas dans le même plan. C'est un premier plan. Deuxième, ce qu'on a entendu à la fin, c'est qu'il faudrait peut-être s'y prendre plus en amont. En effet, ne pas savoir dire oui ou non de façon affirmative, assertive, c'est difficile à l'adolescence, mais c'est encore plus difficile quand on a 5 ans et qu'on a un abuseur. Ce qui étaient les journées aujourd'hui au ministère de la Santé sur les auteurs de violences sexuelles. Et donc, là, on n'est pas au même âge. 1/5 des femmes ont eu, quand elles étaient jeunes, des abus sexuels à différents niveaux et n'ont pas pu dire non à la personne qui était proche de la famille, que ce soit ami, grand frère, beau-père, etc. Donc l'apprentissage de non ou l'apprentissage d'une troisième position doit se faire le plus précocement possible. Et là, il y a certainement des choses à penser. Et ensuite, comme Marie Bergström nous l'a dit, il y a le droit, l'apprentissage du droit, l'apprentissage des valeurs, le plus tôt possible. Et là, on se situe bien en amont, cette fois-ci, de la sexualité. Et là, on ne parle ni de pratique, ni de masturbation. Et je ne pense pas qu'il y a un mouvement en France qui soit opposé à ce que l'on puisse travailler avec des jeux de rôle sur simplement les valeurs de la dignité, du consentement, du non, du oui, d'autres positions que l'on peut avoir dans les relations interhumaines, pas spécialement sexuelles. Mais il y a beaucoup de choses encore à créer, et c'est le rôle, entre autres, de la chaire UNESCO que de promouvoir des nouveaux outils, et ce à quoi on travaille déjà depuis plusieurs mois, mais il faut lever des fonds pour qu'ils puissent réellement exister. Alors cette série de conférences ont été réalisées en copartenariat avec Joël, qu'il faut excuser exceptionnellement pour son absence ce soir, et mes pensées vont pour elle, et nous préparons donc un 3e cycle. Rien ne pourrait être fait si l'université n'était pas là pour nous aider, tant à la technique ici que en termes de communication et en termes de montage, parce que les vidéos doivent être montées, sont montées sur YouTube, et nous avons des partenaires qui sont souvent là, mais qui ne sont pas là à se présenter ce soir, donc notamment la Fondation, et puis l'Université de médecine et le pôle que je représente. Léo Petro, qui se tient debout en arrière et qui assure d'une part la trésorerie de tout ce montage et d'autre part est là à notre service, c'est important. Et on avait des médias, malheureusement, qu'on n'a pas suffisamment vus. La fondation Vive Healthcare, qui est souvent intervenue, soutient la fondation partenariale Paris Diderot. Sans l'intervention de Vive Healthcare, ces conférences ne pourraient pas avoir lieu parce qu'elles ont un coût, et le coût est souvent beaucoup plus technique que le coût des intervenants. Vous les retrouvez, je vous rappelle, sur YouTube, à condition d'utiliser un logiciel qui vous permet de les voir. Certains de logiciels qui ne sont pas à jour ne vous permettent pas de voir malheureusement nos vidéos complètement. Donc n'hésitez pas à télécharger des logiciels à jour et de ne pas garder vos vieux logiciels, parce que sinon, je n'ai pas le droit de dire de nom, évidemment, et ce n'est pas ici que je vais faire la publicité, mais notre intégrateur d'outils, qui est notre technicien, qui est à votre service, que beaucoup d'entre vous connaissent, eh bien, est obligé à chaque fois d'expliquer qu'il faut mettre à jour ces logiciels.
Nous espérons, d'abord, on vous souhaite toute l'équipe pédagogique de la chaire UNESCO et du pôle universitaire, dont certains sont là. Beaucoup d'étudiants ne sont pas là aujourd'hui, mais ils sont en examen demain. Bien évidemment, je pense qu'ils ont d'autres priorités. Et ceux qui sont là, bravo et félicitations dans le courage. Donc, je le vois là-haut, très bien, mais vous n'êtes quand même pas très nombreux. Bien, je vous souhaite à tous un bel été, de se retrouver, je vous rappelle, le 26 septembre pour une conférence internationale avec des personnes de pointure internationale qui seront présents et des personnes qui viennent de l'UNESCO, de l'Allemagne, du Venezuela, et qui viendront aborder les différentes problématiques de l'éducation à la sexualité auprès des jeunes et qui feront, je dirais, un autre point de vue que ceux qu'on a intervenus. Les intervenants ne seront pas les mêmes. Et il y a de grands professeurs universitaires qui seront présents, tout le monde connaît, qui seront, Réussir Unique, etc., qui seront présents pour aborder, donner, étoffer comment aborder les plus jeunes, notamment dans leur construction psychosexuelle. Il y a la journée des filles que la chaire UNESCO soutient du comité de liaison ONU des ONG de l'UNESCO. Donc une journée des filles qui se situera le 17 octobre et qui se situe aussi au ministère de la Santé, qui sera accueillie par la ministre. Et puis on se retrouvera dans nos conférences La santé sexuelle pour tous, vraisemblablement dans le week-end de décembre, autour du 15 décembre, dans cette salle. Ah non, ce sera le jeudi 13 décembre, juste avant les week-ends de session universitaire, qui sera donc le lancement d'une nouvelle cycle de conférences que l'on va baser sur l'éthique, les croyances et les rumeurs. Souhaitons un bel été à tous, à ceux qui sont derrière leur chaîne YouTube, et vous êtes beaucoup plus nombreux que dans la salle, mais merci pour ceux qui sont là et qui nous soutiennent physiquement. Le cocktail vous attend. À bientôt.